Consulex Liège présente hashtag 30 minutes avec. Un mercredi sur deux à 18h. Retrouvez hashtag 30 minutes avec de Consulex Liège. Des interviews de personnalités issues de la communauté étudiante liégeoise. Retrouvez-nous un mercredi sur deux à 18h. Ce podcast est soutenu par l'Université de Liège et Wallonie Entreprendre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 30 minutes avec, la nouvelle émission créée par Consulex, l'ASBL pour les étudiants, par les étudiants. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Christian Berendt, constitutionnaliste à l'Université de Liège. Bonjour Monsieur Berendt. Bonjour Monsieur Fourcard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Je serai également accompagné de Berivan Daban, secrétaire de Consulex. Bonjour Berivan. Bonjour, alors je vais vous poser la première question. Comment parvenez-vous à organiser votre temps pour assurer ces multiples responsabilités ? Tout d'abord, bonjour Madame Daban, c'est un plaisir d'être parmi vous et merci de m'accorder du temps, puisque vous voulez parler de mon temps, mais permettez-moi d'abord de parler du vôtre et de votre temps, puisque vous êtes étudiante en dernière année de master en droit et trouvez du temps pour réaliser ceci en plus de vos études est tout aussi remarquable. Il y a 24 heures dans une journée et vous le savez très bien. Ça vaut pour vous comme pour quiconque. Vous êtes professeur dans différentes institutions belges, tant en communauté française qu'en communauté flamande, mais également dans une institution assez connue par les militaires, l'École royale militaire, qui dépend donc de l'État fédéral. Vous êtes professeur de droit constitutionnel, qui est une matière assez impliquée dans la vie publique. Est-ce qu'il y a des manières différentes de dispenser cette matière dans ces environnements, avec du coup des publics qui viennent d'horizons très très différents ? Alors, c'est une question tout à fait intéressante. Donc, au fond, vous êtes en train de me demander si le cours de droit constitutionnel n'est pas implicitement un cours de microsociologie. De sociologie appliquée, voire d'anthropologie appliquée. C'est une question tout à fait intéressante. C'est peut-être aussi une des raisons qui m'a conduit, lorsqu'il y a eu la chaire de droit constitutionnel à KU Leuven qui est devenue vacante, d'y postuler parce que la matière, je l'enseignais déjà à Liège. On pourrait dire, mais quel est l'intérêt de réenseigner la même matière une seconde fois à un public d'étudiants qui a le même âge? Eh bien, il y a un intérêt. L'intérêt, c'est que c'est dans une autre langue et que c'est dans l'autre partie du pays. Je suis frappé, donc j'enseigne le cours à Liège depuis 2008, de droit constitutionnel, et à Leuven depuis 2017. Alors, le public à Leuven est plus grand parce qu'à Leuven, c'est un cours de première année, tandis qu'à Liège, c'est un cours de deuxième année. Donc, à Leuven, ils sont à peu près 800. Mais je suis par ailleurs, pour le reste, frappé des similitudes. Je voudrais vous dire, it's a big global village. It's global village. Vous avez dans les deux universités un public de bons bilingues, c'est-à-dire leur langue nationale plus l'anglais, une ouverture internationale assez grande. Par ouverture internationale, j'entends Taylor Swift, Eras Tour, voilà, les gens sont au courant de ce qui se passe. Global Village aussi de par les voyages, de par les projets Erasmus pour les années à venir. Et donc quelque chose de très agréable qui est que la perception que la Belgique, après tout, c'est quand même assez petit. J'ai pas toujours ressenti ça. Je crois que mentalement, la Belgique est devenue plus petite pour un amphi de premier bac ou deuxième bac. Et c'est quelque chose de très positif. Parce qu'effectivement, la Belgique est toute petite. Et se rendre compte de cela relativise aussi, par exemple, des revendications d'autonomie. Si vous avez l'impression que le trajet entre Tongres et Ostende, que c'est énorme, alors pour un pays où c'est énorme, vous pouvez revendiquer une sécurité sociale propre, peut-être même une défense propre. Si vous vous rendez compte qu'en fait c'est très petit, vos revendications, même en termes d'autonomie, vont, le cas échéant, s'adapter parce que vous allez vous dire que, après tout, on doit être plus fort à une échelle plus grande. Donc il y a l'évolution technologique, mais il y a peut-être aussi effectivement les menaces internationales qui nous conduisent en fait à reconsidérer, menaces internationales qui étaient d'abord sanitaires, et qui sont maintenant militaires, qui nous reconduisent peut-être à considérer qu'après tout, la région flamande, la région wallonne, c'est quand même assez petit, après tout, en termes de kilomètres carrés, en termes de vulnérabilité assez exposée, interconnectée, et peut-être donc, peut-être pas, l'échelle idéale pour donner lieu un jour à une forme étatique. Donc, je dois vous dire que c'est un grand plaisir de donner le cours à Liège et à Leuven. Je suis chaque fois frappé aussi par
l'intelligence des questions que les étudiants posent, leur intérêt pour la matière, et pour le reste par leur grande similitude. Donc quand j'entends l'idée que les gens, entre guillemets les gens, je prends exprès ce terme qui est un peu indéterminé, seraient différents, voire fondamentalement différents au nord du sud du pays, je dois vous dire que ça me laisse un peu questionnant, puisque ce n'est pas ce que je constate, en tout cas depuis un certain nombre d'années. On peut bien sûr m'objecter que mon public est un public un peu privilégié, qui n'est pas représentatif de la population en général, je veux bien l'entendre, mais en tout cas pour ce qui me concerne, je suis plutôt frappé par les similitudes que par les différences. Et est-ce qu'il y a des manières différentes d'appréhender certains points de matière en fait en droit constitutionnel, dans la mesure où justement vos auditoires sont totalement différents, avec des francophones, des néerlandophones qui n'appréhendent pas le régime constitutionnel de la même manière? Alors ça, c'est une chose qu'il ne faut surtout pas faire. Je crois que vous devez dire dans les deux institutions la même chose. Alors du coup, si vous faites ça, si vous prenez ça au sérieux, ça vous conduit à être très neutre sur toute une série de choses. Pourquoi ? Parce que si vous voulez vraiment raconter la même chose des deux côtés, eh bien, sur toute une série de choses communautaires, vous devez expliquer au Sud que sur telle et telle chose, peut-être le Sud a fait une erreur. Vous êtes obligé qu'au Nord, que telle et telle chose, le Nord a fait peut-être une erreur. Et donc, vous ne pouvez pas distribuer auprès d'une communauté linguistique que leurs bons points. Il faut peut-être aussi leur dire des choses qui ne vont pas, ou qui n'ont pas été. Et la meilleure manière de le faire, pour vous contrôler vous-même, c'est de rédiger un livre. Parce que si vous rédigez un livre, et que ensuite vous publiez le même livre dans les deux langues, alors là, vous êtes certain que les deux étudiants, de part et d'autre, ont exactement la même trace. Et ça, c'était un peu mon projet personnel, académique, j'entends, de sortir à un moment donné une publication, puisque ça n'existe pas dans notre pays. Il n'y a pas un livre de droit constitutionnel qui existe dans les deux langues, en tout cas pas sous cette forme. Et donc, je me suis amusé à rédiger cela, qui est, et vous avez subi ce livre un tout petit peu, tous vous deux, puisque vous êtes des étudiants à la faculté de droit, un livre qui est, à la note subpaginale près, le même dans les deux versions. La seule chose qui change, pour des raisons esthétiques, j'ai pris deux couleurs de couverture différentes. À Liège, c'est Bordeaux en français, et à Leuven, c'est bleu foncé. Même ça, j'ai réfléchi. J'ai pas voulu que ce soit du jaune à Leuven et du rouge clair au sud. J'ai souhaité que ce soit du Bordeaux, c'est plus neutre, et du bleu foncé au nord. Voilà, ce n'est pas les deux couleurs communautaires. Mais le reste, à l'intérieur, le livre est exactement le même. À ceci près, forcément, qu'au sud, il est rédigé en français qu'au nord et en néerlandais. J'aimerais aussi vous poser une question en rapport avec une de vos fonctions. Vous êtes également consul honoraire d'Allemagne. Pouvez-vous nous dire quelles sont les fonctions d'un consul honoraire ? Alors, consul honoraire, ça c'est quelque chose de très particulier. On ne se prédestine pas à l'être. Vous recevez un jour un coup de fil de l'ambassadeur qui dit « Est-ce que vous pouvez envisager de faire ça ? On a pensé à vous. » Je suis sur le point de proposer votre nom au ministre des Affaires étrangères allemand. Je dis, écoutez, monsieur l'ambassadeur, je suis très honoré. Laissez-moi quand même une journée pour réflexion. Je fais toujours ça, toujours bien de dormir une nuit dessus. Et puis je l'ai rappelé le lendemain pour dire que j'allais accepter. Vous n'êtes, comme le nom l'indique, vous n'êtes pas rémunéré. C'est purement gracieux. Essentiellement, ça sert à aider les personnes. Et donc, c'est au fond une forme de bénévolat pour les autres, altruistes. Comme vous le savez, on distingue les relations diplomatiques des relations consulaires. Les relations diplomatiques, c'est entre États, c'est les rapports entre les États. Les relations consulaires, c'est pour les personnes. Alors, quelles personnes ? Soit les Allemands en Belgique, il y a 80 000 Allemands en Belgique, donc il y a quand même un groupe relativement important, et donc ils ont toutes sortes de difficultés. Ils perdent leur passeport, ils perdent leurs documents. Il y a un décès, il y a un testament à homologuer, il y a une demande de renonciation d'héritage à faire, ce genre de choses. Il y a d'autres documents à certifier conformes. Et puis, bien entendu, vous avez les Belges qui ont un lien avec l'Allemagne et pour lequel vous pouvez être un acteur de proximité, puisque ça leur évite de s'adresser à l'ambassade. Mais donc, tout ce qui est, on va dire, le propre diplomatique, ça, vous ne faites pas. Donc, vous n'êtes pas impliqué dans les relations interétatiques au niveau gouvernemental ou autre, entre l'Allemagne et la Belgique. Ça, ce n'est pas le consul du tout. Le consul sert à être proche des gens,
Ça peut aussi être, le cas échéant, permettre à quelqu'un l'accès à la prison de Lantin, à un détenu de nationalité allemande, puisque il faut faciliter un peu les heures de visite, puisque vous avez quelqu'un qui vient d'Allemagne et qui souhaite lui rendre visite. Bon, vous pouvez... Donc vous êtes quelqu'un qui est un agent de facilitateur. Vous décidez rien. Mais vous rendez les choses plus faciles. Et je dois vous dire que, par exemple, les contacts, quand je contacte une autorité belge, les contacts sont extrêmement bons. De même que lorsque j'appelle pour un Belge en Allemagne, parce que, par exemple, il perçoit une pension allemande. Il y a pas mal de personnes en Belgique, des personnes âgées, qui touchent une pension allemande, qui est donc gérée par une administration allemande, en allemand. Mais la personne qui habite Liège, Herstal, Serein, etc., qui touche une pension allemande, n'a pas nécessairement des connaissances d'allemand, mais il touche bel et bien une pension allemande parce qu'il a travaillé à l'époque pour une usine dans laquelle, le cas échéant, il ne fallait pas nécessairement parler allemand, parce que vous avez des métiers manuels qui ne supposent pas nécessairement la connaissance de la langue, mais qui a droit à une pension, et donc il y a des choses à faire. Donc ça, ce sont des choses que le consul peut faire, et qui sont utiles, et ça sert aussi forcément à rapprocher, donc au niveau concret, les deux pays, et alors au niveau formel, vous êtes effectivement nommé par le chef d'État du pays en question. Pour tous les consuls, c'est comme ça, donc c'est le président fédéral allemand qui vous nomme sur proposition du ministre des Affaires étrangères, et alors cette nomination est transmise alors par l'ambassadeur allemand au ministre des Affaires étrangères belge, qui le soumet alors en Belgique au roi pour qu'on rédige ce qu'on appelle une exéquature, c'est-à-dire un acte par lequel la Belgique déclare qu'elle est d'accord que telle et telle personne exerce des fonctions souveraines, c'est-à-dire des fonctions de consul en Belgique, puisque forcément, ça vous le savez, les États veillent jalousement à leur souveraineté, et donc pour que vous puissiez avoir en Belgique un fonctionnaire d'un autre État qui puisse y accomplir des missions, même si c'est très petit, même si c'est juste remplir quelques documents de pension et faire des homologations de signature et ce genre de choses, mais enfin, vous avez un rôle de notaire, hein, et cette prérogative notariale, forcément, la Belgique doit vous la concéder, et donc ça se fait au travers de l'exéquature. Parmi toutes les fonctions que vous avez l'occasion d'exercer, il y en a également une autre qui a attiré notre attention, c'est celle d'assesseur à la section législation du Conseil d'État. Est-ce que vous pourriez expliquer le rôle du Conseil d'État et plus précisément son fonctionnement concret ? Ouais, alors ça, c'est quelque chose également de tout à fait intéressant. Vous savez, moi, je suis passionné par tout ce que je fais. Ça, c'est une autre facette. Donc là, on est dans une fonction purement belge. C'est une fonction qui n'est pas une fonction de magistrat, mais vous êtes bel et bien membre du Conseil d'État. C'est une fonction, vous êtes nommé par le roi sur proposition de la Chambre des représentants. À la section de législation, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle examine les textes qui n'existent pas encore. Elle examine les projets de textes. Donc vous êtes, pour un juriste c'est intéressant, et pour un politiste aussi, vous êtes là où un texte est en train de naître. Vous êtes en quelque sorte, si vous voulez, au moment où on envisage de faire quelque chose, de faire une loi, de faire un arrêté. Et nous avons une loi sur le Conseil d'État, qui est au fond une loi sur les lois, et une loi sur la procédure des lois, qui dit que si vous voulez faire ça, si vous voulez faire une nouvelle loi, si c'est le gouvernement qui le fait, le gouvernement doit soumettre son projet pour un examen préalable de conformité et de cohérence à la section de législation. Et donc, que fait la section de législation ? La section de législation, ce n'est pas un jugement politique, c'est un jugement juridique, c'est-à-dire de voir est-ce que ce texte est cohérent ? Est-ce qu'en interne, il se tient ? Est-ce que le texte, d'autre part, est conforme à son objectif ? Chaque texte doit comprendre non seulement les articles, mais aussi un exposé des motifs. Et donc on vérifie que l'exposé des motifs est conforme par rapport aux articles. Si vous dites que vous voulez faire une réforme fiscale pour baisser la charge fiscale, il n'est pas possible que, en réalité, si vous lisez les articles, que la pression fiscale augmente, par exemple. Je prends des exemples extrêmes. Par exemple. Donc, il nous faut une cohérence entre ce que vous annoncez comme objectif et les mesures concrètes qui sont prises. On vérifie aussi si le texte est suffisamment lisible. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose d'une manière plus simple ? Est-ce qu'il y a même, le cas échéant, des phrases qui sont ambiguës ? Dans ce cas-là, on dit, écoutez, vous savez, vous courez des difficultés d'interprétation parce que ce que vous dites n'est franchement pas clair. Ce genre de choses. Et puis, évidemment, on doit vérifier, et là, c'est véritablement presque juridictionnel, on doit bien sûr statuer sur la question de savoir est-ce que ce texte est conforme, par exemple, au droit supranational. On n'est pas une île. Donc, on doit respecter le droit supranational, notamment de l'Union européenne.
Et bien sûr aussi la Convention européenne des droits de l'homme. Et d'autre part, en interne, il faut respecter la répartition de compétences. Donc le fédéral doit rester dans le domaine du fédéral, la communauté française dans le domaine de la communauté française, la région wallonne dans le domaine de la région wallonne. Et le Conseil d'État est compétent pour tous les organes de la Belgique, c'est-à-dire tant pour l'autorité fédérale que pour les 3 communautés et les 3 régions. Alors les provinces, les communes ne doivent pas nous soumettre leurs textes. Bon, donc ce qu'on appelle les pouvoirs subordonnés ne remettent pas leurs textes au Conseil d'État. La ville de Liège n'a pas nous envoyer un projet de règlement communal, ça non. Mais tout ce qui est région wallonne, communauté française, autorité fédérale, région Bruxelles-Capitale, communauté flamande, communauté germanophone, COCOF, COCOM, donc au total quand même un certain nombre d'organes, doivent nous transmettre des textes d'origine gouvernementale. Et les textes d'origine parlementaire peuvent l'être si le Parlement en fait la demande. On vit en ce moment dans un monde qui évolue très rapidement. J'aimerais savoir quels sont les défis actuels que fait face le Conseil d'État dans le contexte des évolutions sociopolitiques. Alors, ce qui me frappe, c'est bien sûr, c'est la prolifération des normes. Si vous prenez des textes anciens, maintenant de 1910, vous êtes frappé par la simplicité des choses, de la clarté des choses. Et cette simplicité, cette clarté, ça a une certaine beauté. Vous dites, bah oui, mais après tout, c'était quand même bien fait. Et c'était tellement simple. Évidemment, les choses deviennent complexes pour toute une série de raisons, parce que le nombre d'acteurs devient évidemment beaucoup plus grand. 1910, c'est une société d'un suffrage censitaire, purement masculin, avec une transmission, par exemple, de la nationalité en ligne masculine, avec un rôle pour les femmes qui est complètement relégué au second plan, etc., etc. Alors, dans ce cadre-là, faire du droit est plus simple, mais il est socialement moins équitable. Aussi, vous êtes en 1910, pour prendre cette année-là, on pourrait prendre une autre, mais juste pour montrer comme un saut générationnel important, de plus d'un siècle, ben vous êtes dans une société avec une migration beaucoup plus limitée. Et donc, il y a toute une série de questions auxquelles il ne faut pas répondre. Il y a une migration et aussi une mobilité des gens qui est beaucoup moins grande. Il y a très peu de frontaliers à l'époque. On travaille essentiellement dans le pays dans lequel on habite. On fait des études dans ce pays. Il n'y a pas d'Erasmus. On n'a pas de monnaie commune. Donc, on n'a pas de GSM, on n'a pas d'Internet, on n'a pas de cybercriminalité. Mais il y a d'autres problèmes, bien entendu. La fin du 19e, début du 20e a d'autres problèmes. Notamment, prenez des grands fléaux de la fin du 19e, syphilis, alcoolémie sont des très très grands problèmes. Alcoolisme, c'est des très grands problèmes de la fin du 19e. Donc c'est pas comme si à l'époque il y avait des problèmes, il y avait d'autres problèmes. Aussi, encore à la fin du 19e, permet quand même de signaler, très grands problèmes, des gens sont illettrés. Beaucoup de gens sont encore illettrés dans ce pays. Donc, chaque époque a ses défis, mais à l'époque, forcément, il est exact que le pouvoir normatif prenait des mesures qui étaient, si vous les lisez, vous êtes frappé par leur simplicité. Mais aussi, il faut creuser plus loin, il ne faut pas devenir nostalgique de cela, au contraire, il faut garder avoir l'esprit critique. Il y a aussi des personnes qui sont laissées pour compte, qui n'entrent même pas dans le scope du législateur. Et donc, il ne doit pas en prendre compte. Alors, évidemment, si aujourd'hui, vous partez de l'idée que, notamment dans un couple, les 2 conjoints sont à égalité, ce qui est très heureux, mais forcément, alors il faut des règles de conciliation sur toute une série de choses, il faut procéduraliser cela. Nous sommes fort heureusement membres de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui n'était pas le cas en 1910, etc., etc. Et tout ça fait en sorte que, si vous voulez concilier tout cela, eh bien vous arrivez à une réglementation qui est beaucoup plus complexe, mais elle pacifie la situation, elle rend justice à un nombre beaucoup plus important de personnes, et tout ça est plus complexe, et vous le regardez. J'ai ici la chance de me faire interviewer par 2 brillants futurs juristes. Eh bien, vous voyez vous-même, prenez le cas de la procédure pénale, est devenu infiniment plus complexe, mais aussi parce qu'on a infiniment plus à cœur à éviter l'arbitraire. Prenez les règles sur salle 12, toute une série d'autres choses. Ben oui, n'est-il pas normal de permettre à quelqu'un auquel on reproche une infraction, dès le début, d'être accompagné par un avocat ? En 1910, c'est une question qui est complètement théorique. Bon, vous aurez dit, mais enfin, écoutez, vous perdez du temps. Donc, tout ça renforce l'idée qu'on a un nombre de garanties qui s'est accru, qui sont tout à fait utiles, qui font honneur à notre pays, mais effectivement, qui rendent les choses plus complexes. Mais je peux vous dire, et je vous prends à témoin, vous qui avez un peu suivi mes très modestes enseignements, je ne pense pas que vous m'avez déjà entendu dire que je me plains
du volume du moniteur. Je me suis jamais plaint du volume du moniteur. Alors on peut dire, effectivement, il y a beaucoup plus de normes, mais il faut mesurer aussi que c'est parce que, classiquement, tout de même, la classe politique dans son ensemble est animée par une volonté de prendre en compte les préoccupations d'un nombre de plus en plus grand de personnes. Et ça, par définition, suppose des règles plus nuancées. Et qui dit nuance, dit petite exception par là, petite dérogation par là. Et bien, au lieu d'avoir une ligne, vous avez 5 paragraphes. Et au lieu d'avoir 17 articles, vous aurez 170, parce que c'est devenu beaucoup plus complexe. Alors, quelles sont les implications réelles du Conseil d'État au niveau des projets environnementaux ? Alors évidemment, je ne peux pas me prononcer sur un dossier précis. Ça n'est pas possible. Ce qu'on peut dire pour le reste, c'est bien entendu qu'il existe des réglementations, on vient d'en parler, qui, le cas échéant, sont compliquées, oui, mais parce que aussi, il y a des engagements environnementaux qu'on a pris d'ailleurs, hein. Faut dire à ceux qui se plaignent de telle et telle annulation, il faut leur dire aussi que, en même temps, la Belgique a effectivement, we committed ourselves. On a accepté toute une série d'engagements internationaux, qu'à l'époque, à l'unanimité, on a conclu. On est très en faveur de ça, mais bien sûr, il y a des conséquences. Donc, ce qu'on peut parfois dire à notre propre classe politique, c'est bien entendu, et ça ne vise aucun parti en particulier, c'est bien entendu, parfois, bien sûr, le pouvoir normatif ne mesure pas toujours les conséquences, évidemment, d'une norme. Et bien sûr, il est toujours agréable de dire que tout le monde est d'accord pour telle et telle norme. Et beaucoup plus difficile, évidemment, de dire qu'on est contre. Mais parfois, évidemment, quand on est contre, j'aurais presque envie de dire parfois, il faut avoir le courage de dire qu'on est contre, même si ça peut paraître à contre-courant, parce que tout simplement, derrière, oui, effectivement, il y aura telle et telle implication. Mais une fois que vous aurez dit que vous êtes d'accord avec telle et telle norme, eh bien, forcément, cette norme aura une conséquence. Et notamment le Conseil d'État est là pour faire en sorte que la norme soit respectée. Le Conseil d'État ne crée pas les normes. Le Conseil d'État veille à ce que, comme la Cour constitutionnelle d'ailleurs, à ce qu'une norme soit respectée. Et si on veut la changer, eh bien c'est très simple, il existe un Parlement pour le faire. Et aussi longtemps qu'une norme est violée, si une norme est violée, il faut en faire en sorte que son application pleine et entière soit assurée. Ça, c'est un peu l'état de droit. Et que ce soit populaire ou pas populaire, ça c'est le rôle, je crois, d'une juridiction comme l'est notamment le Conseil d'État. Peut-être une dernière question qui est plutôt attrait au fédéralisme belge. Est-ce que selon vous, les réformes de l'État successives ont affaibli ou au contraire renforcé la cohérence constitutionnelle présente en Belgique ? Alors, je vous remercie beaucoup, M. Vocard, pour cette question. J'imagine que nous avons encore 5h40 pour répondre à cette question. Cette question, on pourrait faire un livre là-dessus. Mais elle est très belle, bien sûr. Vous êtes d'abord frappé par ceci. Si vous remontez un peu dans le temps, vous constatez qu'à partir des années 60, notre modèle décisionnel, qui était un modèle unitaire, avec des partis unitaires, devient de plus en plus problématique. Spécialement pour les francophones. Pourquoi ? Parce que les francophones sont la minorité, bien sûr, du pays, la minorité économique, la minorité démographique, et donc aussi la minorité parlementaire, et donc la minorité politique. Les partis unitaires, comment est-ce qu'on travaille dans les années 60 ? Dans les années 60, vous faisiez des congrès de partis, et vous mettiez des propositions au vote. Je prends le parti dominant des années 60, le parti dominant des partis dans les années 60, c'est le Parti démocrate chrétien. Le PSC, CVP. Ce parti est relativement faible au sud et ultra fort au nord. Alors, si c'est un parti unitaire, ce parti est le premier parti du pays. Eh bien, je vous laisse deviner ce que ça donne si vous mettez au vote à un congrès de ce parti national une proposition relativement amène pour les intérêts flamands et une autre relativement amène pour les intérêts francophones. Vous voyez d'ici laquelle sera adoptée. Et vous êtes frappé de voir que, si vous regardez un peu les années 60, vous êtes frappé de voir que l'évolution historique, en 10 ans, est absolument frappante. Juste quelques illustrations. En 60, la classe politique de ce pays, à l'époque unitaire, accepte de reporter le recensement linguistique qui aurait dû avoir lieu en 60 à 61. En 61, la classe politique, chaque fois sous proposition, bien sûr, du CVP-PSC. En 61, la même classe politique accepte d'enlever le voile linguistique. Le voile linguistique était celui qui permettait à des communes à devenir francophones si la majorité de la population le demandait. En 62,
Le Parlement, à la majorité de nouveau, y compris le PSC-CVP bien sûr, accepte de supprimer tout le système de recensement. En 1963, on supprime la possibilité des écoles francophones au nord du pays. En 1965, on modifie la législation qui règle la répartition des sièges à la Chambre, les francophones avec cette nouvelle réforme, qui est tout à fait irréprochable, mais enfin, perdent un certain nombre de sièges. À partir de 1966, commence le grand débat que vous connaissez sur la scission et le déménagement de la section francophone de l'Université catholique de Louvain. En 1968, la scission de Louvain est entérinée, et ce qui est enterré, c'est précisément l'unité du PSC-CVP. Pourquoi ? Parce que, alors que le Premier ministre était francophone, à savoir Van den Boeynants, eh bien, il est en l'incapacité de faire barrage à ce projet qui conduit à la scission de l'université. Alors, la question n'est pas d'être passéiste ou pas. La question c'est de montrer que les structures de décision unitaire des années 60 ont, pendant une décennie, conduit à systématiquement consacrer la solution la plus favorable aux intérêts flamands. Alors, je permets de vous dire que ceci figure, texto, dans les deux versions linguistiques de mon livre. Hein. Donc, je dis ça je dis ça à Liège, je dis ça c'est un constat objectif. Et donc, ça veut dire aussi qu'il a fallu, si vous voulez, à un moment donné, prendre soin des intérêts de la minorité francophone. Il faut se doter de structures de décision qui sont propres à ces locuteurs-là, c'est-à-dire aux francophones. Et la conséquence en est un paysage politique, effectivement, avec des partis politiques qui existent par région linguistique. Au fond, dans le mouvement wallon, qui était très puissant, comme vous le savez, du côté du Parti socialiste, cette tendance était déjà perceptible beaucoup plus tôt. Personnes comme André Renard, par exemple, le grand régionaliste socialiste, avait déjà prévu ça plus tôt. Donc, une fois maintenant, quand vous avez des partis qui sont divisés, vous allez devoir adapter les structures décisionnelles, parce que vous ne pouvez pas avoir que des organes unitaires si les partis ne sont pas unitaires. Donc, il faut des décideurs, alors, à un niveau autre que national, c'est-à-dire au niveau de la communauté linguistique en question. Il est relativement cohérent, par exemple, que l'enseignement francophone soit dirigé par un ministre francophone qui s'occupe de l'enseignement francophone, et que l'enseignement néerlandophone soit dirigé par un ministre néerlandophone qui est compétent en l'enseignement néerlandophone devant un parlement néerlandophone, en tant que juste que ça va. Maintenant, bien entendu, le grand débat, il ne faudrait pas être mal compris, je ne dis pas qu'il faut tout régionaliser, au contraire, mais je veux simplement dire que le discours qui serait tout au fédéral, c'est pas un discours qui me paraît prometteur. Ce qu'il faut, bien entendu, c'est de garder au fédéral une masse décisionnelle importante, surtout dans des sujets qui, en revanche, me paraissent peu susceptibles de division. Si vous pensez aux grandes décisions macroéconomiques, si vous pensez à la sécurité sociale, si vous pensez à la défense, et si vous pensez plus généralement à un certain nombre de leviers de compétitivité qui, je crois, doivent rester fédéraux. Et la sécurité sociale, bien sûr. Mais d'autres aspects qui ont été transférés, je crois, l'ont été, pour partie à raison, la politique culturelle, l'enseignement, il y a toute une série d'autres choses. Ce n'est pas un problème en soi. Et donc, je voudrais, pour répondre à votre question, qui on pourrait encore, comme je viens de vous dire, je viens de l'entamer, hein, je suis à votre disposition pour les 4h30 à venir, je veux juste vous dresse ici un peu le tableau de départ, parce que ce que je constate, surtout côté francophone, parfois c'est presque un regret en disant on a eu tort de fédéraliser, on aurait dû laisser les choses presque à l'état unitaire au fédéral. Et je voudrais dire à ces personnes-là que cette perception m'a l'air inexacte parce que la décennie qui est la plus révélatrice pour montrer que ça ne fonctionne pas, c'est la décennie des années 60 où, au fond, les francophones, eh bien, ce sont, par la loi du nombre, qui est une loi certes démocratique, mais qui nous a été infiniment défavorable, se sont positionnés décision après décision dans le camp de ceux dont on n'adopte précisément pas la décision. Et le grand révélateur de cela a été un parti qui précisément a permis cette manière de décider, à savoir un parti unitaire qui était très très dominant au nord, beaucoup moins dominant au sud, à savoir à l'époque le CVP-PSC unitaire.
On dit souvent de la Belgique que c'est une lasagne institutionnelle. Comment expliqueriez-vous la fédéralisation belge à un étudiant non initié ? Allez, si j'étais Magritte, je dirais, faut-il lui expliquer? Non, mais comment est-ce que on dirait à un étudiant non initié quelle est la différence entre la communauté et la région? Oui, alors ça, il est vrai qu'on a fait fort. Puisque nous sommes le seul pays au monde à avoir créé à la fois des communautés et des régions. Mais même là, ce n'est pas une lubie, c'est pas quelque chose qu'on a fait autour d'une table à 4 heures du matin. Je me permets de vous signaler que vous savez sans doute qu'il existe un centre Armel pour les réformes institutionnelles qui a été créé à la fin des années 40 sous la Régence et qui a rendu ses travaux, son rapport final, en 58. Donc quand même, ils ont travaillé une petite dizaine d'années là-dessus. Et dans le rapport final, qui vaut la peine d'être lu, on dit expressément: la meilleure manière de résoudre les problèmes institutionnels de notre pays et pacifier les relations, c'est de créer à la fois des régions pour les matières économiques, avec une visibilité pour Bruxelles, et les communautés, c'est-à-dire des acteurs avant tout culturels, qui permettent aussi de rendre visible la communauté germanophone. Je voudrais vous dire, il faut aborder ça d'une manière stratégique. Regardez ceci. Chacun des modèles, le modèle communautaire et le modèle régional, est infiniment favorable ou défavorable pour un des deux grands blocs de notre pays. Je vais vous expliquer ça. Le modèle régional, pour le Nord, est imbuvable. Pourquoi ? Parce que le modèle régional place la majorité flamande dans une situation où il ne domine qu'une région sur 3. Bah oui, parce que les francophones sont majoritaires à Bruxelles et les francophones sont bien sûr majoritaires en région wallonne. Donc, le modèle régional est un modèle qui dit à la majorité du pays, quand même 6 millions sur 11, écoutez, c'est bien gentil, vous êtes des gens très très bien, mais vous allez avoir une région sur 3. Et nous, francophones, nous sommes 40%. On va gérer 2 régions. Et à Bruxelles, vous aurez quelques garanties, mais tracassez pas pour nous, sinon on gère. Ben écoutez, je veux dire, il ne faut pas avoir fait 50 Sciences Po pour comprendre qu'un tel modèle n'est pas très intéressant pour le Nord. Maintenant, pour le Sud, l'inverse. Le modèle communautaire, le modèle du Nord, c'est-à-dire 3 communautés, la communauté française, flamande et germanophone. Mais c'est un modèle relativement imbuvable pour le Sud. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ce modèle-là rend complètement invisible Bruxelles, puisque Bruxelles a une minorité néerlandophone, d'environ 15% si vous êtes courtoise. Selon certains chiffres, c'est même moins. Si vous référez par exemple aux demandes de plaques d'immatriculation des véhicules que vous me demandez en français et en néerlandais, le chiffre est inférieur à 10%. Et donc, le modèle communautaire est un modèle où la capitale du pays, qui est le poumon économique du pays, est dirigée à hauteur de vue par un groupe qui a 90% et un autre 10%. Mais sauf que celui qui a 10%, il a les mêmes droits que celui qui a 90%. C'est pas très favorable pour les francophones. Donc pour les francophones, le modèle régional est plus favorable parce que Bruxelles est alors une entité distincte. Vous avez la Wallonie qui est tout à fait majoritairement francophone. Je dis majoritairement parce qu'il y a encore des germanophones forcément qui sont en région wallonne. Et bien entendu, les germanophones, le modèle communautaire évidemment est excellent parce qu'ils sont même pas 1% de la population, mais ils ont leur propre communauté. Dans le modèle régional, les germanophones n'existent pas. Dans le modèle régional, les germanophones sont des Wallons, de langue allemande, mais ils sont quand même des Wallons. Et donc, vous comprenez que, malgré tout, ce n'est pas si fou que ça. Parce que vous arrivez à ce que chacune des 2 grandes communautés, ou chacun des 2 grands groupes linguistiques, obtient le modèle qui a sa faveur. Mais en même temps, il doit bien entendu concéder que l'autre est aussi le modèle qui a sa faveur à lui. Et donc, on crée les 2. Ça s'appelle un compromis à la belge. Et au fond, si vous ouvrez la Constitution, au premier article, vous avez la substantique moelle de ça, puisque l'article 1er de la Constitution dit « La Belgique est un État fédéral qui est composé de communautés et de régions ». Et alors, je me suis toujours demandé pendant très longtemps pourquoi on ne mentionne pas à l'article 1er l'autorité fédérale. Parce qu'on devrait dire « La Belgique est un État fédéral qui est composé de l'autorité fédérale, des communautés et des régions ». Bah oui, parce que dans un État fédéral, vous avez forcément aussi une autorité fédérale. Mais au fond, la raison pour laquelle on n'a pas mentionné l'autorité fédérale à l'article 1er, c'est parce qu'en fait, on a voulu insister sur le caractère totalement compromissoire, c'est-à-dire sur le caractère de compromis, le grand compromis. Donc la chose la plus importante à dire au premier article de la Constitution dit on crée à la fois
les communautés et les régions. Et si vous me permettez de terminer sur un point, c'est que ça peut paraître compliqué, c'est vrai, et ça peut paraître un peu paradoxal. Mais s'il y a une chose tout de même, c'est pacifique. Regardez autour de nous. Regardez autour de nous les pays qui ont des difficultés de vivre ensemble, qui sont des difficultés armées, qui sont des difficultés de guerre civile. Vous ne devez pas aller si loin autour de nous pour en trouver, soit maintenant, soit il y a peu de temps. Et même des grands pays, prenez par exemple, même la France ou l'Espagne, je ne dois pas vous rappeler les périodes sanglantes, même en Espagne, en Pays Basque et ailleurs, l'État. Prenez l'Irlande du Nord, prenez même la Corse, qui est une très belle île, mais qui a aussi connu des périodes de troubles. Et donc, au fond, celui qui dit que tout ceci est quand même excessivement compliqué et que c'est un peu, pour utiliser une expression, du brol, eh bien, je voudrais lui dire, vous savez, il faut quand même raison garder, parce qu'un pays qui, grâce à ses institutions et sa structure institutionnelle, garde la paix sociale, c'est pas si peu que ça. Parce qu'après tout, je termine par là, la vocation du droit est quand même de pacifier les relations sociales. Merci beaucoup pour toutes vos réflexions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci aussi à nos auditeurs de nous avoir suivis jusqu'au bout. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, un bon blocus à tous.